Dans l'avant-dernière séance, donc, j'avais présenté de façon factuelle assez détaillée la contre-révolution capitaliste du travail telle qu'elle se noue au milieu des années 80 autour d'une ambition, c'est d'endiguer et si possible de supprimer le salaire à la qualification personnelle tel que il connaît une création et une progression au cours des décennies précédentes. Et que cet endiguement ou ce recul du salaire à la qualification personnelle s'est fait par le remplacement de ce salaire par deux piliers de ressources. Un premier pilier qui est un forfait à base fiscale, dont un des instruments importants de création a été la CSG, mais pas que. J'ai insisté beaucoup sur les mesures jeunes et la disqualification de la jeunesse, la fiscalisation du SMIC également. Bref, on va dire, pour avoir un chiffre rond, les 800 premiers euros de salaire à la qualification sont remplacés par 800 euros de forfait financé par l'impôt. La cerise sur le gâteau de cette affaire, de cette longue construction pendant une bonne trentaine d'années, étant la proposition de revenu de base qui a été discutée, présentée en détail et discutée par Denis Baillon lors de la dernière séance. Et puis le deuxième pilier des ressources, le mot pilier, c'est encore une fois une thématique qui a été impulsée par la Banque mondiale au début des années 90, la thématique des piliers de ressources, et ensuite adoptée par l'Union européenne dans la stratégie européenne de l'emploi à la fin des années 90, et c'est ce mouvement qui porte toutes les contre-révolutions capitalistes du travail à l'œuvre en Europe. Le deuxième pilier, c'est là encore un mode de rémunération qui se substitue au salaire à la qualification, tout comme le premier, et qui, la qualification personnelle en particulier, et qui, en matière de rémunération directe, se traduit par la montée en puissance des contrats de mission, des contrats de projet, de l'auto-entrepreneuriat, donc soit du travail indépendant, qui est souvent de l'infra-emploi, cela dit, soit du contrat défini non pas par la qualification du poste ou de la personne, mais par une tâche à accomplir, une rémunération à la tâche. Et en matière de remplacement du salaire socialisé, dans les manifestations que j'ai déjà analysées, du régime général, etc., un dispositif de compte individuel qui, à la mesure de la performance marchande des travailleurs, performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services, leur permet de gagner des droits à la formation, au chômage, à la retraite, le tout étant regroupé dans le compte personnel d'activité qui est en quelque sorte la cerise sur le gâteau de toutes ces mutations des 30 dernières années, symétrique du revenu de base,
le compte personnel d'activité qui vient rendre fongible dans un compte unique tous ces comptes construits progressivement au cours des dernières décennies, mais qui s'inspire d'un compte plus ancien, hein, qui est l'Agirc-Arrco, qui est né dans les années 40 et 50 contre la CGT. J'ai donc voulu, dans cette affaire, montrer la cohérence qu'il y a entre l'assignation à la performance marchande des travailleurs à la place de leur reconnaissance par un salaire à la qualification personnelle. Il s'agit de revenir à la validation sociale des travailleurs par le marché, celui des biens et services ou celui du travail. Et comme filet de sécurité, compte tenu que une telle assignation introduit une grande insécurité, un revenu universel. Cohérence donc entre deux propositions qui sont souvent opposées. On va opposer, je sais pas, Macron qui serait le tenant de la performance marchande, des start-up, du CPA, et Hamon qui serait le tenant du revenu de base de l'ESS, enfin de l'économie sociale et solidaire, etc. Mais vous voyez bien que c'est la pile et la face d'une même pièce. Hein. Il s'agit de remplacer le salaire à la qualification personnelle qui libère la personne du marché du travail, qui la reconnaît comme travailleuse sans qu'elle soit soumise à l'aléa du marché du travail ou des biens et services, qui la libère de l'aléa du marché, ce qui est le statut même du travailleur dans le capitalisme, hein, un individu libre sur le marché. Donc nous sommes bien dans une institution communiste, si par communisme on entend le mouvement réel par lequel nous sortons du capitalisme, on a bien là un statut du travailleur alternatif à celui du statut du travailleur dans le capitalisme. Contre donc cette montée en puissance du salaire à la qualification personnelle qui libère le travailleur de l'aléa, il s'agit de faire une contre-révolution capitaliste dans laquelle Hamon et Macron sont à la manœuvre sur des clientèles et des segments du dispositif différents, mais totalement complémentaires. J'en étais resté là et je voudrais maintenant d'une part dire quel type de droit économique on trouve dans un tel dispositif, parce que évidemment la contre-révolution capitaliste ne peut pas se contenter de faire revenir le travail à l'invisibilité du XIXe siècle, sur laquelle j'avais assisté dans une séance précédente autour du travail indépendant et du contrat de louage d'ouvrage. Compte tenu que le travail s'est institué à l'initiative révolutionnaire au XXe siècle, la contre-révolution capitaliste doit produire une forme d'institution du travail. Elle ne peut pas se contenter de le rejeter dans l'ignorance juridique, dans l'invisibilité statutaire. Mais en qualifiant les deux piliers comme je viens de le faire, j'ai commencé à répondre à cette question, hein, de quel droit économique de la personne il s'agit. Le premier pilier, c'est bien un droit de la personne, puisqu'il est universel, c'est en tant que personne,
Et pour certains promoteurs, c'est en tant qu'existant, donc c'est dès la naissance. C'est en tant que personne que nous avons un droit. On ne peut pas en dire autant du compte personnel d'activité ou des formes de contrats de travail de type contrat auto-entrepreneuriat, là il n'y a pas contrat de travail, de type contrat de projet ou de mission et autres, CDD liés à telle tâche. Certes, nous sommes dans un dispositif de droit personnel, le compte il est personnel, mais est-ce qu'il s'agit d'un droit de la personne? C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne en tant que telle du travailleur qui est l'origine du droit à ressources? Dans le salaire à la qualification personnelle, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de faire de la personne l'origine du droit à ressources, mais ça je vais y revenir dans quelle réponse à la hauteur de la contre-révolution capitaliste faut-il que nous apportions aujourd'hui. Et on verra que c'est tout à fait en phase avec toutes les mobilisations actuelles. Mais s'agissant d'un compte personnel, ce n'est pas d'activité, ce n'est pas la personne qui est à l'origine même du droit. Le mot personnel, là, il nous joue des tours. Dans Vaincre Macron, je prends cet exemple que j'espère éclairant. Supposons que tous mes gains soient des gains liés au jeu. Je ne gagne que des choses liées au jeu. Un truc qui ne vaut pas mieux faire, mais enfin, supposons que ce soit le cas. Ces gains, ils vont bien sur mon compte. Et mon compte en banque, il est personnel. Est-ce que c'est un droit de la personne? Sûrement pas. Puisque l'origine de mon gain, c'est l'aléa du dispositif de Paris. En aucun cas, ça n'est un droit de la personne. C'est un point qui, en soi, est simple, mais qui est quand même difficile à faire passer dans une conversation ou dans un argumentaire, parce que nous sommes tellement façonnés par l'absence de droit économique de la personne dans le capitalisme, autre que le droit de propriété qui fait que, en tant que propriétaire, j'ai droit à récupérer une partie de la valeur produite par autrui. Nous sommes tellement habitués à ce que notre personne ne soit pas source de droit économique que nous ne voyons pas bien l'enjeu de la distinction que j'opère, et que nous sommes vulnérables à une propagande qui dit que dès lors que nos droits sont consignés en des comptes personnels, c'est les droits de la personne. Bien sûr que non. Et droit de la personne, un droit sur lequel ma personne a prise. Et ressources liées à la personne, une ressource qui ne peut pas m'être ôtée en fonction des aléas du marché du travail. Une ressource qui est un attribut de ma personne. La contre-révolution capitaliste du travail
telle qu'elle est construite par ailleurs avec la complicité de la seconde gauche, hein, puisque tout ça ne serait pas possible sans ce qu'est devenu le PS quand il avait une quelconque puissance de pouvoir, et la CFDT. C'est lorsqu'ils apparaissent vraiment comme des instruments efficaces du patronat que c'est eux qui vont construire. Hein. Il n'y a pas de rencontre entre le MEDEF et la CFDT qui ne se traduisent par un compte personnel nouveau, un compte jour, etc., etc. La construction de comptes personnels ne signifie pas du tout qu'il s'agit de droits de la personne. Puisque ma reconnaissance comme travailleur est totalement liée à l'aléa du marché du travail ou du marché des biens et services. C'est ma performance sur ce marché qui décide de mon droit à ressources, alors que tout le mouvement syndical au cours du 19e et 20e siècle a été d'abstraire la reconnaissance du travailleur comme travailleur de l'aléa du marché et de lier à sa personne une qualification, un droit au salaire, une reconnaissance qu'il produit de la valeur. Donc, ce n'est pas parce que des ressources sont consignées dans un compte personnel que c'est un droit de la personne. Je crois qu'il faut être extrêmement ferme sur ce point. Et est-ce que le forfait, qui lui est un droit de la personne, puisque il est universel, est-ce que le forfait est un droit économique? Puisque l'objet de ce séminaire, c'est les droits économiques de la personne. Le compte personnel d'activité, les contrats de mission, tout le retour au salaire à la tâche désigne un droit économique, mais c'est un droit économique qui n'est pas personnel. Le droit de la personne qu'est le revenu de base est-il un droit économique? Alors, c'est ce que tente de dire Baptiste Milondo, par exemple, hein, et c'est ce qu'a discuté lors de la dernière séance Denis Bayon. Pour les tenants majoritaires, largement majoritaires, ceux qui le construisent d'abord, la classe dirigeante, c'est la classe dirigeante qui construit le revenu de base, c'est pas quelques intellectuels de la gauche plus ou moins radicale. Pour ceux qui construisent leur revenu de base, il ne s'agit en aucun cas d'un droit économique, hein, c'est-à-dire d'un droit qui inscrit la personne dans l'ordre de la valeur. C'est un droit à un pouvoir d'achat, qui d'ailleurs peut être sous une forme non monétaire, c'est-à-dire un droit à des consommations gratuites. C'est un droit à avoir des besoins satisfaits. Nous ne sommes pas du tout reconnus dans l'ordre de la valeur économique, c'est-à-dire dans une quelconque rapport au travail abstrait, à ce qui vaut. Nous sommes reconnus comme porteurs de besoins, ayant droit à du pouvoir d'achat ou à des consommations gratuites. Il peut y avoir des formules plus ou moins monétaires de revenus de base. Là, c'est tout à fait clair. Pour l'immense majorité des promoteurs du revenu de base, ou de tout ce qui y a conduit, hein, je parle en termes de forfait largement financé par l'impôt à la place d'un salaire à la qualification, pour les promoteurs du revenu de base, il ne s'agit pas du tout d'inscrire la personne dans l'ordre de la valeur, il s'agit de la poser comme un être de besoin qui a droit à avoir ses besoins satisfaits, mais elle
elle n'est pas reconnue comme productive, elle n'est pas reconnue comme travaillant. Elle est reconnue comme utile éventuellement, mais pas comme travaillant. Alors que le second pilier reconnaît les personnes comme travaillant, hein, mais pas les personnes justement. Hein. Elle reconnaît elle valide socialement comme travail des activités à travers une institution que la bourgeoisie maîtrise, le marché des biens et services ou le marché du travail. S'agissant du revenu de base, il y a des tenants minoritaires du revenu de base qui disent mais non, le revenu de base, nous le revendiquons comme reconnaissance du travail et non pas comme des ressources satisfaisant des besoins. Ça repose, comme le rappelait Denis Bayon lors de la dernière séance, sur une identification entre travail concret et travail abstrait. C'est-à-dire que si vous prenez les thèses de Baptiste Milondo, par exemple, tout ce qui concourt au lien social, c'est du travail. Du travail au sens de production de valeur économique. Hein. Je ne reviens pas à la première séance quand on a défini activité, travail, etc. Bon, je suppose que ça, c'est acquis. Hein. Et dès lors qu'une activité produit du lien social, c'est du travail. Donc, jouer à la belote, c'est du travail, etc. Et donc, comme nous sommes tout le temps en train d'être pris dans de la production de liens sociaux, eh bien, nous travaillons en permanence et le revenu universel reconnaît cette contribution permanente au travail. C'est pour ça que c'est un revenu universel. Et ce qui nous inscrit dans l'ordre de la valeur, de manière tout à fait illusoire, si vous identifiez valeur d'usage et valeur économique, il n'y a plus de problème, mais c'est bien que parce qu'on le résout par une chiquenaude intellectuelle. Encore une fois, je manipule à la fois des choses qui, en termes de vocabulaire et tout ça, et d'énoncés grammaticaux et autres, sont extrêmement simples, hein, mais qui peuvent nous paraître compliqués parce que toute notre socialisation est faite pour que nous considérions que la valeur, c'est pas notre affaire. Que le travail concret, l'utilité sociale, c'est notre affaire, mais la valeur, c'est pas notre affaire, et nous ne sommes pas du tout habitués à raisonner en termes de valeur. Pas du tout. C'est une des raisons de la domination de la classe dirigeante, c'est qu'elle nous fait accepter en quelque sorte, par cette absence de revendication en termes de valeur, elle nous fait accepter son monopole sur la valeur, qui est au cœur même de sa puissance, hein, puisque la classe dirigeante, c'est celle qui décide de ce qui vaut et qui l'organise, qui transforme les activités en travail à sa guise. Lorsque on confond valeur d'usage et valeur, évidemment, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce qu'on l'a esquivé. En disant que tout est travail, que tout est production de valeur, on esquive la violence sociale qui est inhérente à la définition du travail et qui conduit à définir le travail en fonction des intérêts de la classe dirigeante
sans même que nous y attachions, sans que nous nous sentions vraiment concernés ou en situation de puissance vis-à-vis de cela. Prenez par exemple le conflit des cheminots. Il y a une violence sociale inouïe et une irrationalité au demeurant, parce que nous sommes dans une crise du capitalisme qui fait que la classe dirigeante n'est plus en mesure d'assumer son rôle de définition et d'organisation du travail autrement que par d'immenses méfaits. Il y a une profonde irrationalité à mettre sur la route du transport de voyageurs ou de produits qui ont été, à très grand effort, mis sur le fer ou sur des voies navigables. C'est totalement irrationnel à tout point de vue. Et pourtant, l'espèce de défaitisme dans lequel est pour le moment l'opinion courante sur ces questions montre que nous ne nous considérons pas comme en situation de décider de ce qui vaut en matière de transport. Alors on va protester, mais l'idée même que ce soit nous qui décidions, c'est-à-dire que la bourgeoisie perde son monopole sur la valeur économique, elle nous est relativement étrangère. Si bien que une des façons de fuir le problème, c'est-à-dire de transformer le travail, de transformer la valeur, de sortir la valeur de l'impasse dans laquelle le capitalisme la met, c'est de dire, soit il n'y a pas de valeur, il n'y a que des valeurs d'usage, il n'y a que de l'activité, ou de dire tout est travail. L'un ou l'autre, c'est pareil au bout du compte. De superposer ces deux versants qui certes ne sont pas séparables, mais qui ne sont en aucun cas superposables, sauf à être incapable de penser la lutte de classe. Donc la critique que je fais du revenu de base, elle rejoint tout à fait celle qu'a faite Denis Baillon, c'est-à-dire que la reconnaissance que nous sommes des travailleurs par leur revenu de base est fictive, puisque avec nos 800 balles, nous n'allons pas pouvoir infléchir les institutions du capital, donc toute la critique qu'il fait sur le fait que ça nous laisse de toute façon impuissants sur la question de la propriété des biens de production ou de l'addition même possible du revenu de base et d'un emploi montre que le marché du travail n'est pas contesté fondamentalement. Donc, il y a une impuissance de modifier la définition de la valeur dans un sens écologique, puisque c'était ça le souci de Denis Baillon, dans un sens de décroissance, etc., à travers le revenu de base, puisqu'il nous laisse impuissants vis-à-vis des institutions capitalistes du travail, le régime de propriété et le statut du producteur.
J'ajoute à cette critique du revenu de base, dans sa formulation de gauche, hein, encore une fois, je ne parle pas du revenu de base comme succédané, hein, de la rémunération capitaliste pour des besoins et non pas pour une contribution à la production de valeur. Lorsque un certain nombre de promoteurs de gauche prétendent qu'il y a dans leur revenu de base reconnaissance de la production de valeur, c'est par une confusion entre valeur d'usage et valeur économique. C'est par le fait d'attribuer à n'importe quelle activité une valeur économique, une contribution à la valeur économique. C'est donc par négation de la lutte de classe, parce que la question de la valeur, c'est le lieu de la lutte de classe. Il faudra faire dans 4-5 ans, mais quand, avec plusieurs collègues, on sera assez au courant. Moi, j'avoue, je dois avouer, pour le moment, une incapacité à maîtriser correctement cette affaire. Donc l'an prochain, le séminaire sera sur les retraites, hein, avec Nicolas Castel, Lucia Proberts, Gaël Coron. Ça, c'est ce que je vous avais dit, je crois, dans la dernière petite note qui vous a été envoyée. L'année d'après, je pense que ce sera sur l'entreprise, hein, avec Daniel Bachet et autres collègues, parce qu'on est très en manque aussi de réflexion sur l'entreprise, et il faut absolument consacrer une année de séminaire à cela. Il y aura une année de séminaire ensuite, alors la programmation est plus aléatoire parce qu'il faut qu'on ait fait un calendrier et que mais enfin, encore une fois, nous avons 20 ans devant nous. Hein, une des années suivantes sera salaire et qualification. Il faut absolument qu'on avance sur la question de la qualification. C'est une difficulté réelle qu'il faut affronter. On n'est pas encore armé pour le faire. Donc ce sera pour 2019-2020 ou 2019-2020, c'est l'entreprise. D'accord. Donc 2020-2021. Peut-être, et puis 2021-2022, on reviendra sur la valeur. Hein. Et là, en allant très au-delà des choses que je raconte, qui sont un peu générales, un peu incultes, un peu difficilement falsifiables, parce que mal argumentées. Donc je ne... Prenez avec humour tout ce que je raconte, j'ai l'air sérieux, mais je ne suis pas sûr de l'être, d'accord ? Mais bon, ça, c'est l'état de tout travail de recherche où on se risque parfois au-delà de ce qu'on est en mesure de vraiment étayer. Il y a une naturalisation de la valeur lorsque à partir de la valeur d'échange, qui est la forme de la valeur dans le capitalisme, on va définir la valeur par la quantité de travail travail abstrait, hein, socialement nécessaire pour produire une marchandise. Vous voyez que cette définition, elle évacue le politique globalement. Il y a un danger d'essentialisme, de chosification, de naturalisation qui a été bien souligné par des gens avec lesquels je suis en total désaccord par ailleurs, mais comme André Orléans, hein, quand il critique la théorie marxiste de la valeur pour son caractère de naturalisation de la valeur à qui on ôte toute dimension politique en faisant simplement une quantité de travail abstrait. Alors on va dire socialement nécessaire, donc là va arriver quelques considérations politiques, mais qui sont secondes dans la définition. Cela dit, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans la nécessité de dénaturaliser la valeur sans tomber dans une forme de psychologisation ou
d'une définition qui va sortir complètement la valeur de son lien au travail. Moi, je pense qu'il faut maintenir le lien fondamental au travail de la question de la valeur, mais lui donner une nature politique que trop souvent, dans le marxisme, elle n'a pas, en posant bien que l'enjeu de dire ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, c'est un enjeu de domination d'une classe sur une autre. En matière de travail, ce qui vaut et ce qui ne vaut pas en matière de travail. J'avais, dès la première séance du séminaire, enfin très tôt dans le séminaire, j'ai fait une image. C'est une image, ça n'est pas quelque chose de totalement satisfaisant. Mais pour faire sentir que dans la valeur, il y a un enjeu de pouvoir, en disant en tout cas que la domination masculine a à voir avec le fait que les hommes déclarent travail ce qu'ils font, et puis activité ce que font les femmes. Alors, encore une fois, c'est une image, mais qui montre que le fondement de la valeur est politique, et qu'on ne peut pas s'en tirer en disant le capitalisme c'est le marché, pour comparer des marchandises qui sont en matière de valeur d'usage qualitativement différentes et incomparables, il faut un élément quantitatif de comparaison qui va être le travail abstrait. Et on va dire le travail abstrait, c'est la dépense de muscles, d'intelligence, d'énergie qui serait donc socialement nécessaire dans la production de telle ou telle marchandise, c'est-à-dire dans la quantité qui est imposée par les conditions de productivité de l'époque. Je pense qu'il y a là une définition naturalisante de la valeur dont il faut sortir sans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en conservant bien la référence au travail comme le cœur du conflit sur la valeur. La contre-révolution capitaliste du travail soit attribue des droits à la personne, mais qui ne lui donne aucun pouvoir et aucune reconnaissance en termes de valeur économique, soit opère une validation sociale de l'activité de cette personne comme du travail, mais par une institution, le marché, sur laquelle cette personne n'a aucune prise. Ce n'est donc pas un droit de la personne, puisque l'origine, la transformation de l'activité en travail s'opère par une institution sur laquelle la personne n'a aucune prise, sur laquelle les personnes n'ont aucune prise. Par une institution qui est maîtrisée par la bourgeoisie capitaliste. Et le fait, encore une fois, que le droit à ressources qui repose sur une validation sociale par une institution sur laquelle les personnes n'ont aucune prise, soit consigné dans un compte personnel, ne veut pas dire que c'est un droit de la personne. Alors, quelle réponse, j'en viens à la seconde partie de mon propos, mais qui va être poursuivie dans les séances suivantes du séminaire. Quelle réponse offensive
à cette contre-révolution capitaliste du travail? Bien, la réponse offensive, pour moi, ne peut être que dans la continuation de la dynamique commencée autour du salaire à la qualification personnelle. Un salaire à la qualification personnelle qui abstrait notre reconnaissance comme travailleur de l'aléa du marché et qui attribue à notre personne des droits qui sont effectivement des droits sur la valeur, à la différence du revenu de base. La difficulté de penser la nouveauté qui a été créée dans le régime général, dans le statut de la fonction publique, et Dieu sait si du côté des économistes atterrés, etc., vraiment, on m'aboie aux choses, je suis plus capable de dire autre chose, parce que je discute avec des gens qui continuent à répéter toujours les mêmes trucs sur mon compte, quel que soit l'argumentaire que je peux déployer. Le fait que du côté des économistes atterrés, on m'aboie aux choses sur la question, sur la question de l'enjeu du salaire à la qualification personnelle. De mon point de vue, peut-être que je retourne un peu trop vite le débat, signe l'extrême importance de cette affaire. Sinon, il n'y aurait pas un tel acharnement de Haribey, de Husson, de Khalfa et autres pour dire que les retraités ne travaillent pas, que quand je parle de salaire à vie, je suis dans l'imposture, enfin, etc., etc. Pour me faire entendre, je pars de ma situation de retraité. Objectivement, ma situation de retraité correspond à ce que je préconise pour tous, c'est-à-dire qu'ayant été fonctionnaire... j'étais contractuel pendant une quinzaine d'années, mais j'ai racheté, comme on dit, les années dès que j'ai été titularisé, si bien que j'ai une carrière complète dans la fonction publique, donc, et ayant eu par ailleurs 5 enfants, j'ai comme pension le montant de mon dernier salaire. Donc je suis dans la vérification expérimentale de ce que je raconte, de ce que je préconise pour tout le monde. Chacun doit voir la poursuite de son meilleur salaire dans sa pension. Et puis pourquoi arrêter pourquoi ne pas pouvoir monter en qualification au cours de sa retraite? Pourquoi être maintenu dans un niveau de qualification obtenu à 60 ans ou à 62 ans ou à, je sais pas quoi, 58 ans, qu'importe, sans pouvoir progresser en qualification? Voilà justement l'indice d'une question qui se pose. C'est-à-dire qu'on considère normal que, voilà, on travaille plus. Alors même que je suis l'expression de cette conquête révolutionnaire qui a été de proclamer le droit à la poursuite du salaire contre le droit au différé des cotisations. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai déjà longuement élaboré cette question
de l'enjeu de classe des régimes de retraite. On y reviendra de façon plus fine l'an prochain, puisque ce sera l'objet du prochain séminaire, enfin de la prochaine année. La prégnance que nous sommes étrangers à la valeur, que nous sommes étrangers au travail, fait que, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, je voudrais le redire à partir de ce que je vis comme retraité, fait que, d'une manière tout à fait symétrique, nous acceptons qu'il faille, avant le travail, s'insérer dans un truc qui nous est étranger, donc qu'il y ait un temps avant le travail, ou une situation d'avant le travail et une obligation de s'insérer, et puis qu'il y ait un temps après le travail qu'on va, par un retournement du stigmate, présenter comme une libération du travail. J'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais je voudrais vraiment revenir parce que je trouve que c'est assez illustratif de la difficulté. J'ai été extrêmement blessé en allant chercher une petite fille qui sortait de l'école maternelle avec un cadeau de fête des mères. J'ai été blessé parce que j'ai pris ce mépris pour moi. On console les femmes de l'exaltation de leur utilité sociale et de leur négation comme productive par un cadeau de fête des mères. Par des poèmes à la gloire de la femme éternelle, par tout un tas de trucs. Enfin, ça, c'est par la galanterie, par je sais pas quoi. Enfin, il y a des tas de moyens de confiner les femmes dans l'utilité sociale en niant leur caractère productif. Je rappelle, j'étais aujourd'hui à la première de 2 journées sur le travail domestique à l'université de Nanterre. Je rappelle quelques chiffres. Hein. Le travail domestique en France, c'est 41 millions d'heures. 41 milliards d'heures, excusez-moi. 41 milliards d'heures. Le travail indemnisé, c'est 39 milliards d'heures. En termes de PIB, les chiffres, ça dépend des conventions, mais on a, pareil, une identité entre la valeur produite dans la seconde journée et la valeur produite dans le travail reconnu comme tel. Alors que la seconde journée, il y a négation qu'il y ait travail. Donc évidemment, quand vous avez une telle violence sociale, il s'agit d'organiser la naturalisation de cette violence. Et si j'ai été blessé en voyant cette petite fille qui sortait un peu excitée parce qu'elle avait un cadeau pour la fête des mamans, si j'ai pris ça pour moi, c'est parce que comme retraité, je suis dans la même situation. Alors qu'objectivement, pas du tout. Mon salaire est à vie, hein. Mais la représentation de la retraite, la représentation dominante, n'honore pas du tout cette nouveauté révolutionnaire du droit au salaire pour les retraités. Nos mots d'ordre non plus, puisque nous parlons de solidarité intergénérationnelle, donc les retraités ne travaillent pas. Ils n'ont pas droit au salaire, ils ont droit au différé de leur cotisation.
Ils ont mis au pot commun, ben, ma foi, ils ont le droit de récupérer dans les cotisations actives actuelles ce qu'ils ont mis au pot commun quand ils étaient actifs. Et en même temps que les retraités sont confinés dans l'utilité sociale, ben, ils sont exaltés pour leur utilité sociale, pour leur bénévolat, pour tout ça, pour le fait que ils font du soutien scolaire, etc., 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 tout en étant niés comme producteurs. Et j'ai pratiqué le retournement du stigmate, hein, comme le disent les sociologues. C'est-à-dire que je me suis fait vertu de ne plus travailler. Hein. J'ai fait une fête pour mon entrée en retraite. C'est une amputation. Et là, je ressens maintenant comme homme, enfin comme genre masculin, ce que les femmes ressentent avec un retournement du stigmate aussi. Hein. Il y a toute une série de femmes qui disent « Oh, ben, je suis très contente que je ne sois pas dans l'ordre de la valeur, que je sois dans l'utilité sociale. Après tout, j'aime le cadeau de la fête des mères. » Bon, ça peut se trouver, hein. Tout comme les retraités se félicitent de ne plus travailler. Hein. Mais il y a là une amputation de la personne tout à fait considérable. Le fait que nous alors même que tout le XXe siècle, c'est la conquête par la CGT, par le Parti communiste, de fait que la personne est titulaire de son salaire. Alors, c'est pas une conquête aboutie. Encore une fois, un fonctionnaire qui démissionne, il perd son salaire, évidemment. Un fonctionnaire à mi-temps, il n'a qu'un mi-salaire. Ceux qui m'aboient aux choses disent bah, tout va bien que Friot il raconte des conneries, c'est pas du salaire à vie puisque c'est suspendu à ce genre de conditions. Vous voyez cette obstination des collègues à ne pas voir le neuf, à banaliser le statut de la fonction publique, à banaliser celui des cheminots, à dire bon, les cheminots après tout ils sont pas aussi privilégiés qu'on veut bien le dire. C'est du mensonge. Alors, vous savez que c'est du mensonge que nous raconte Macron, évidemment. Mais on ne va pas défendre le statut des cheminots en disant que c'est un truc qui ne sert à rien. Ou à pas grand-chose. Qui n'est pas vraiment novateur. Vous voyez, cet acharnement à ne pas voir le révolutionnaire. À ne pas voir le déjà là communiste, qui nous désarme complètement. Donc, je parle d'une expérience sensible, mon expérience de retraité, qui ne supporte pas d'être relégué dans l'utilité sociale, qui ne supporte pas d'être amputé de ma reconnaissance comme producteur de valeur économique, et qui récuse complètement l'entourloupe qui consiste à dire mais c'est pas bon le travail, c'est pas bon la valeur, c'est pas bon la monnaie. Vive l'activité. Ça c'est de l'entourloupe, c'est une façon de renoncer au combat, de laisser le champ à ceux qui s'attribuent le monopole de la valeur en ne le leur disputant pas, en disant ben, c'est de la merde, c'est pas bon, on va s'en passer. Dans quelques années, hein, je m'exprimerai avec d'autres. Hein, on fera un séminaire à plusieurs où on va étayer ce que je raconte là sur un mode qui peut vous agacer, hein, mais qui est le seul que je puisse dire pour le moment, qui est un mode intuitif. Hein.
Et puis si ça vous agace, tant pis. Hein. Moi, je prends le risque. Hein. Je m'expose dans cette affaire. La valeur anthropologique du travail ne tient pas simplement au fait qu'il produit de l'utilité sociale, qu'il produit des choses utiles. Bien sûr que c'est un élément de sa valeur anthropologique, qu'il construit en négociation avec la nature un monde dans lequel notre espèce peut vivre. Ça, c'est absolument évident que c'est une dimension décisive. Mais il y a une autre dimension décisive de la valeur anthropologique du travail, c'est qu'il nous inscrit dans l'ordre de la valeur économique. Qu'il nous fait en capacité, qu'il nous pose comme capable de décider ce qui vaut, comme capable de prendre le pouvoir sur la valeur, de le ravir à la bourgeoisie. Encore une fois, pas par une chic note qui dit « mais tout est travail », mais par une entreprise délibérée de sortie du statut du travailleur, de l'aléa du marché, de sortie de la production patrimoniale, de la propriété patrimoniale de l'outil, de son caractère lucratif. L'obligation dans laquelle nous nous mettons, enfin le mot obligation, mais sorti comme ça, je ne sais pas s'il est très bon, dans laquelle nous nous mettons de construire une alternative. La seule réponse à la contre-révolution capitaliste du travail, c'est de construire un droit politique au salaire, à la qualification personnelle. Un droit politique qui n'est pas remis en cause, qui n'est pas une injonction à travailler, qui n'est pas davantage la reconnaissance que, alors comme croit me mettre en difficulté Haribey en permanence, la reconnaissance qu'une personne en fin de vie est en train de travailler. C'est pas parce qu'elle a un salaire qu'elle est en train de travailler. Reconnaître un droit politique, une capacité sur la valeur, le droit de prétendre être souverain sur la valeur peut être le fait de personnes qui, du fait de leur santé, sont dans l'incapacité de travailler. Ça ne veut pas dire que le fait d'être alité, c'est du travail. J'en ai absolument marre qu'on me dispute cette question sur ce genre de conneries. Pas davantage que dès lors qu'un retraité a du salaire, il est obligé de travailler. Ni injonction de travailler, ni reconnaissance comme travail du fait qu'il est en train de visiter le musée Picasso. Non. Je sais pas quoi, prenons des métaphores qui sont peut-être pas bonnes, mais le droit de vote n'est pas une injonction à voter et n'est pas non plus la reconnaissance que toutes mes activités liées au vote sont des lieux d'efficacité politique. Dieu sait si en votant au second tour contre le Front National, on fait un truc parfaitement inefficace politiquement. Pour prendre un exemple récent encore, hélas. Bon, alors comparaison n'est pas raison, hein, j'essaie d'utiliser des métaphores pour me faire entendre sur ce qui me paraît central aujourd'hui, conquérir le salaire comme droit politique
irrévocable sans que l'on puisse baisser en qualification parce qu'on n'aurait pas fait l'affaire. Parce que la qualification est un attribut de la personne qui ne peut pas être mis en cause. Sinon, c'est plus un droit de la personne, précisément. C'est là le point le point de difficulté et de force de cette affaire. Et qui n'est ni une injonction à travailler, ni la reconnaissance que toutes mes activités sont du travail. Moi, je ne suis pas reconnu, je n'ai pas été reconnu comme travailleur à travers la qualification que j'ai acquise au fil d'épreuves de qualification, je sais pas quoi, moi, pour mes activités de lutherie ou de je sais pas quoi. Je fais jamais de lutherie au demeurant. Pourquoi est-ce que je parle de lutherie? Enfin, n'importe quoi. Je suis au travail. Quand j'ai l'activité, je fais une activité qui m'a valu ou qui me vaudra une reconnaissance d'un certain niveau de qualification. Le reste, c'est pas du travail. C'est de l'activité que je mène. C'est pas parce que j'ai un salaire lié à ma personne que toutes mes activités sont du travail. Bien sûr que non. C'est même très important que nos activités échappent à la valeur, qu'une partie de nos activités échappe à la valeur. Mais le fait qu'une partie de nos activités échappe à la valeur, ça ne veut pas dire qu'il est bon que nous ne soyons pas reconnus comme producteurs de valeur. Ça n'est pas bon. Alors, je m'exprime en termes normatifs qu'on peut discuter là aussi, bien sûr. Donc, les arguments sur... l'argument qui dit que le retraité qui... Je vais prendre un argument à la Husson, vous voyez, là, je vole bas, là. Husson, je le découvre d'ailleurs, nous racontant qu'il passe en boucle les chaussettes noires. Ben, très bien, qu'il passe en boucle les chaussettes noires. Il dit, quand je passe en boucle les chaussettes noires, je ne travaille pas. Ben oui, et alors? Qu'est-ce qui fait que nous travaillons? Je le répète, ça n'est pas la nature de notre activité, puisque n'importe quelle activité peut être ou ne pas être du travail. Puisque le travail, il est défini par la lutte de classe et telle activité, la même activité, selon l'institution dans laquelle elle se produit, va être ou ne pas être du travail. Donc, quand on me dit « mais qu'est-ce qu'ils font les retraités qui travaillent ?» Ben, ils font ce qu'ils font, j'en ai rien à foutre. La question, c'est est-ce que nous montons en humanité lorsque nous sommes sortis de la négation que nous sommes producteurs de valeur? Est-ce que le fait de rester comptable de la production de valeur est une dimension de notre personne? Moi, je réponds oui. Et je réponds oui quand je vois combien, à force de poser les retraités comme des irresponsables en matière de production de valeur, on les confine dans des conversations de vieux sur les petits-enfants, sur leurs maladies, sur ceci, cela. Tout comme... C'est pour ça qu'il y a un tel enjeu pour que à n'importe quel âge, enfin à partir de la majorité politique, nous soyons reconnus comme producteurs de valeur, tout comme nous sommes
en permanence invités à la diversion dans nos conversations, mais tout le temps, dans nos centres d'intérêt, hein, autour de questions de consommation, parce que nous sommes exclus de la décision en matière de valeur. Du coup, regardez les jeux de la publicité. Ah, c'est bon de commander une pizza à un cycliste qui va venir nous la livrer à minuit sous la flotte. Hein? Ben, c'est bon de commander. Lisez les pubs du métro avec cette clé, vous allez voir combien la pub répond illusoirement à notre aspiration de décider en la détournant sur le terrain de la consommation, où on ne décide pas grand-chose au demeurant, puisqu'on n'achète quand même que les voitures qui sont produites selon la rentabilité capitaliste. Hein. Donc la consommation, ça c'est vraiment de la connerie. Hein. Penser que les consommateurs décident, ils décident rien du tout. Hein. N'arrive sur le marché que le produit, non pas qui a été validé par les consommateurs, mais qui a été validé par les actionnaires parce qu'il va mettre en valeur le capital. Donc les consommateurs, ils interviennent après, en aval. Donc il y a une inflation de notre mobilisation comme consommateur, de notre exaltation comme ayant le pouvoir de décider en matière de consommation, à la mesure même, hein, c'est un indice, hein, de l'amputation dans laquelle nous sommes, de ne pas être aux manettes en matière de production de valeur, et le droit politique au salaire, c'est l'expression à conquérir. Alors, c'est pas séparable, bien sûr, de la conquête de la propriété des entreprises. En fait, toutes ces choses-là vont ensemble, bien sûr. Hein. C'est pas un isolat. Hein. La souveraineté sur le travail, c'est la souveraineté sur la propriété et sur le statut du travailleur. Mais puisqu'on cause le statut du travailleur cette année, la propriété, ce sera pour une autre année du séminaire. D'ailleurs, oui, il faut peut-être pas trop tard quand même, là, quand... Enfin, sur l'entreprise, on causera propriété. Dans le séminaire sur l'entreprise, dans 2 ans, on causera propriété de toute façon, forcément. Hein. Mais il faut tout un séminaire sur le financement de l'investissement, etc., etc. Il ne faudrait peut-être pas que ça vienne trop tard non plus. Comment on va faire d'ailleurs? Parce que si vous attendiez 10 ans pour aller avoir le séminaire, tant pis, hein, on va faire comme on pourra. Hein. Bon, j'en finis là pour aujourd'hui. Alors, vous avez remarqué qu'on a commencé un peu tard, c'est ça? Merci d'être venu déjà. On va... Puis, tantôt, vous semblez opposer la personne au poste ou à l'emploi. Parce que vous parlez d'un salaire à la personne, ça s'oppose clairement au salaire à l'emploi ou au poste. Oui. Donc, je ne comprends pas quel est le sens que vous attribuez à la notion de personne. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez technique. Ce n'est pas manifestement le simple individu, comme lorsqu'on oppose les droits personnels aux droits collectifs. Il me semble que vous jouez avec la personne dans plusieurs dichotomies, et je n'arrive pas à les unifier. Donc pour moi, la personne n'est pas un concept, et ça vous permet d'être extrêmement mobile dans vos expressions, et d'utiliser donc le terme personne dans beaucoup de contextes. Voilà, donc j'ai du mal à comprendre ça. Vous l'avez répété plusieurs fois, le droit à la personne doit avoir son fondement dans la personne même. Donc je comprends que vous voulez un peu déplacer, oui, le droit économique dans la sphère d'un droit plus fondamental, une espèce de droit, j'ai envie de dire, négatif, n'est-ce pas, comme le droit à la vie, disons.
Je comprends que c'est ça le mouvement, mais j'arrive pas à bien voir ce que vous voulez dire, parce que j'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire par personne. Oui, ben c'est sans doute aussi que moi-même, je suis en difficulté sur cette question. Merci beaucoup de cette objection qui est très juste. Alors, merci de la distinction entre personnel et de la personne, hein, parce que c'est vrai, un compte personnel, je crois que Mamelin est assez clair. Hein. C'est pas parce qu'un compte est personnel que c'est un droit de la personne. Si les ressources qui y sont consignées dedans ne dépendent absolument pas de moi. Si la validation sociale de mon activité comme travail repose sur des institutions que je ne maîtrise pas du tout. Donc derrière droit de la personne, il y a, mais je suis d'accord avec vous que tout ça relève plus de l'intuition que d'un travail que je ferai, hein, j'espère. Parce qu'autour du bouquin collectif sur la valeur qu'on va sortir dans 3, 4, 5 ans, enfin quand on aura fait le séminaire ici, on va être obligé de clarifier ces questions. Donc rendez-vous dans 3, 4, 5 ans, peut-être, j'espère, hein, que ce sera plus juste. Mais ce qui me semble, ce qui me paraît solide dans ce que je raconte, c'est que mon niveau de qualification, là actuellement, hein, qui vaut un certain niveau de pension, absolument rien ne peut le mettre en cause. C'est un attribut de ma personne, au sens où il est irrévocable. Alors que les points que je peux accumuler sur un compte personnel, ils vont dépendre de ma performance ici et maintenant sur le marché. Certes, ils sont acquis définitivement, hein, mais ils sont en permanence, leur quantité annuelle est en permanence remise en cause en fonction de ma performance sur le marché des biens et services ou sur le marché du travail. Alors que mon niveau annuel de salaire, il n'est pas du tout remis en cause par ma performance sur ces marchés. Il est acquis à ma personne, définitivement. Cela dit, j'entends tout à fait ce que vous dites sur le fait que le mot « personne », il n'est pas très construit dans mon affaire, hein, je suis d'accord. Alors, vous avez raison que ce n'est pas l'individu qui s'oppose au collectif, ça vous avez parfaitement raison. Bon. S'agit-il pour vous de penser une autre anthropologie, ontologie pour utiliser un mot de la personne? C'est une question. Je pense que derrière ça, il y a cette ambition, mais qui n'est pas nourrie d'une culture suffisante, ni d'une pratique philosophique suffisante pour pouvoir vraiment être à la hauteur de l'ambition. Mais je dirais que mon refus que des personnes puissent être niées comme contribuant à la production de valeur est touché par exemple un minimum social inférieur au salaire minimum, au premier niveau de qualification, oui, je pense qu'il a effectivement une ambition anthropologique. Et le fait qu'on accepte qu'il y ait des minima sociaux d'un côté et du salaire de l'autre, pour moi, c'est monstrueux. Ça ne m'a pas posé de problème longtemps, mais maintenant, ça m'en pose un. Comment est-ce que l'on peut tenir des personnes dans la négation qu'elles contribuent à la production de valeur?
Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, quand je joue à la belote, je produis de la valeur. Je voudrais faire vous partager ma réflexion sur un certain travail que j'ai expérimenté. J'ai été environ 5 ans dans des endroits où on travaillait avec des personnes considérées comme handicapées. Et il y en avait des très très lourdement handicapés. Et il y avait, moi je faisais partie des permanents qui encadraient, et il y avait beaucoup de jeunes stagiaires qui venaient là. Et au fur et à mesure des années, où je voyais les stagiaires passer et les handicapés rester, j'ai observé que cette rencontre entre les jeunes stagiaires, et bien sûr avec moi aussi, hein, pareil, mais c'était trop visible avec les jeunes stagiaires, ils avaient... les personnes handicapées les transformaient. On avait l'impression que c'était eux qui travaillaient, mais en réalité, de l'autre côté, il y avait quelque chose de très fort. Et leur vie était changée par ces personnes-là. Il y a une anecdote, par exemple, que j'ai, une personne totalement gravataire, d'une vingtaine d'années, donc qui avait le même âge que les stagiaires. Les stagiaires avaient hésité de l'emmener à la messe de Pâques. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté. Et donc, cette personne ne pouvait pas communiquer. Donc, ils se sont dit, bon, allez, c'est pas qu'on le fait. Donc, ils l'ont emmené. C'était dur, quoi. Il fallait l'emmener à bout de bras, quoi. Et pendant la messe, au moment où, je sais pas quoi, il y a eu un moment où, pour la première fois, il y a une larme qui a coulé de son œil. Et ils ont vu à quel point ça agissait sur lui. Et je veux dire, ils ont été complètement transformés dans toute leur vie, quoi. Je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que ces personnes-là, il y en a des qui sont avocats, il y en a qui sont cuisiniers, il y en a qui sont handicapés, quoi. C'est vraiment important dans notre société pour ces jeunes qui, du coup, voilà. C'était une réflexion qui me travaille beaucoup. Quelle est la valeur de cette vie, quoi, dans notre société? Quelle est la valeur du travail, qui n'est pas que économique. Enfin, je ne sais pas comment on peut atteindre. Encore une fois, oui, merci de ce témoignage. Ce que l'on appelle travail, encore une fois, ça encore faut-il que ça s'institutionnalise. Hein, on ne peut pas... moi, je ne peux pas réfléchir en dehors d'une institution. Mais ce qu'on appelle travail peut parfaitement intégrer ce genre de contribution de handicapés. Hein, mais en même temps, ce que je dis ne signifie pas... Enfin, attribuer un salaire comme droit politique à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les activités de cette personne vont être considérées comme du travail. Hein, c'est pas... faut pas s'obstiner à vouloir appeler travail tout ce que fait quelqu'un qui a un salaire lié à la qualification personnelle. Mais de même que les soins de santé n'étaient pas considérés comme du travail il y a encore 60 ans, hein, c'est tout à fait récent, pourquoi pas considérer comme travail? Tout est ouvert. Hein, la relance que peut opérer, je sais pas quoi, moi, le regard d'un mourant ou telle ou telle situation de témoignage de handicap dans l'allant professionnel
de témoin de cette affaire, oui. Ce qui est en jeu, cela dit, pour moi, l'enjeu essentiel, c'est, un des enjeux essentiels aujourd'hui, indépendamment d'étendre le champ du travail à des activités ou des situations qui ne sont pas considérées telles, c'est parce que souvent dans le non marchand, là, c'est de transformer la production marchande. Cela dit, pour moi, c'est un enjeu décisif. Mais oui, bien sûr, j'accueille votre témoignage avec reconnaissance. Merci. Alors, nous avons 3 personnes qui ont demandé à prendre la parole. D'abord Michel, ensuite vous, et puis monsieur. Ça va être beaucoup plus terre à terre, ma question. Sur le reproche, enfin la critique qu'on entend de mais le grabataire ne travaille pas, ou bien il y a le joueur de belote ne travaille pas. Donc sur qu'est-ce qui a valeur ou pas. Alors l'argument que j'utilise maintenant, je ne sais pas s'il est bon, hein, c'est pour montrer que c'est un rapport de force que de décider ce qui est ou ce qui n'est pas. L'argument que j'utilise maintenant, c'est au moment des grèves de 36, l'arrivée des congés payés, obligés par le rapport de force, les patrons à payer leurs employés pour qu'ils partent faire la sieste, ça me semble être un bon exemple pour montrer que pendant 11 mois et demi de l'année, le gars il bosse dans l'usine et pendant les 15 jours, puisqu'en 36 il y a on accorde 2 semaines de congés payés, il a droit, le gars, tout d'un coup d'être payé pendant 12 mois, ce que les patrons ont essayé de refuser à toute force. Pendant ces 2 semaines-là, personne n'essaye de faire croire qu'il produit de la valeur, qu'il travaille. Il va jouer au boule, il va faire la sieste ou tomber amoureux, ou je sais pas. Sure, ce qui est important dans sa vie, mais à ce moment-là, il n'est pas producteur. Pourtant, en tant que tel, il est producteur 360 jours dans l'année. Et en passant par l'exemple des congés payés, j'arrive à... Oui, non, mais c'est un très bon exemple. Hein. Il faut dissocier notre reconnaissance sociale comme producteur qui doit être permanente, hein, du fait de valider socialement comme travail toutes nos activités. C'est 2 choses très différentes. Et donc, oui, bien sûr que cet exemple-là est bon. Hein. Le grabataire, il sera en congé payé. Ben oui, on peut dire ça comme ça. Hein. Encore une fois, le salaire à la qualification personnelle n'implique aucune injonction de travailler, ni aucune fait d'obligation de qualifier comme travail ce qu'il fait. En revanche, on ne peut pas non plus, parce qu'une question de responsabilité sociale et collective pour le coup, on ne peut pas oublier que le niveau moyen, indépendamment de la démarchandisation, un certain nombre de consommation qui fait qu'on pourrait diminuer les salaires à niveau de consommation identique dès lors qu'une partie d'une partie plus grande est non marchande. Indépendamment de ça, à niveau de marchandisation constant, il peut y avoir baisse des salaires si notre conscience de notre responsabilité dans la production de valeur est émoussée et que on ne peut pas séparer la libération du marché du travail ou du marché des biens et services comme institution de validation sociale de notre travail
Non, de validation sociale que nous sommes travailleurs. Hein, j'ai bien insisté dans d'autres séances hein, sur le fait qu'il peut y avoir validation sociale marchande du produit de notre travail. C'est le plus souvent le cas d'ailleurs. Mais nous, comme travailleurs, nous ne sommes pas reconnus selon une modalité marchande. Hein. La dissociation, elle est décisive. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire à la suite de ce que tu signalais. Responsabilité sociale. Oui, absolument. Hein. C'est-à-dire que, de même que le salaire à la qualification personnelle est absolument inséparable de la propriété d'usage des entreprises par les travailleurs eux-mêmes, de leur propriété patrimoniale également par leur participation aux décisions des collectivités locales propriétaires patrimoniales de l'outil, le salaire à la qualification personnelle est absolument inséparable de la responsabilité économique. Donc, en même temps, c'est ce qui est intéressant, encore une fois, dans la métaphore du suffrage universel, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Le suffrage universel ne signifie pas qu'il y a une obligation de voter, mais en même temps, il va générer des institutions qui poussent à exercer son droit sous cette forme-là, son droit de citoyen, une forme très, très importante, mais tout à fait insuffisante, comme on le voit aujourd'hui. Parce que le droit de suffrage va générer les partis politiques, le droit de manifester, l'éducation civique, enfin un certain nombre de choses qui vont rendre... qui, alors même qu'il n'y a pas d'injonction de voter, vont soutenir une activité civique. Bon, de la même façon, sauf à accepter que nos sociétés puissent, je ne sais pas quoi, s'effilocher éventuellement, le salaire à la qualification personnelle ne signifie pas du tout qu'on passe notre temps à travailler, ni qu'injonction à travailler, mais il est inséparable d'une éducation à la co-responsabilité économique. On n'attend plus d'un autre qui nous donne du travail. Il n'y a plus une classe dirigeante contre laquelle on peut se tourner. C'est nous qui sommes responsables et on ne peut se retourner que contre nous. Et donc, il y a bien une co-responsabilité qui doit normalement accompagner une forme d'incitation à travailler, mais non coercitive, sans sanction par une suppression ou une diminution du salaire. Avant de vous passer la parole, il nous reste 10, 11, 12 minutes maxi, donc voilà, c'est l'horloge qui arrêtera l'échange. Vous étiez en train de déplorer tout à l'heure le fait qu'un certain nombre de personnes abandonnent les questions du travail, de la valeur, de la monnaie au profit d'activités. Et vous y voyez une manière d'abandonner la lutte. Alors on vous a déjà posé la question on vous a déjà demandé ce que vous pensiez par exemple des monnaies alternatives, ce genre de choses. J'ai une question du même ordre, et il me semble que vous n'êtes pas obligé de répondre parce que vous n'êtes pas obligé de penser quelque chose, mais ça m'aiderait si vous en pensiez quelque chose. C'est la question des squats. Je ne sais pas trop quoi en penser. Au premier abord, je me disais que bon, c'était... Des squats, pour ceux qui n'ont pas entendu au fond. Hein. Que c'était peut-être une manière pour certaines personnes de construire une alternative. Bon. Et puis finalement, je me demande si c'est pas au contraire une manière d'abandonner la lutte et de laisser le pouvoir de décider aux mêmes personnes. Et si finalement les dominants, les puissants, les gens qui décident n'ont pas intérêt à ce que les gens qui trouvent pas leur compte dans cette organisation-là, aillent vivre dans des conditions misérables à côté, en marge complètement, plutôt que d'exiger un droit au logement, exiger
des tas d'autres choses. Donc, voilà. Je ne suis pas effectivement compétent sur cette affaire et à Réseau Salariat, on a un peu de difficulté à aboutir dans un groupe de travail qui porte sur le logement, la sécurité sociale du logement, enfin toutes ces questions-là, c'est compliqué. La propriété lucrative en matière de logement, tout ça, c'est très partagé, c'est une propriété très populaire, donc comment dépasser ça? Comme ça, mais sans compétence particulière, puisque vous m'invitez à réagir. Des exemples de squats que je connais, c'est pas simplement un abandon de lutte, parce qu'on a des personnes qui se mobilisent pour avoir une propriété d'usage du logement, une réelle propriété d'usage. Moi, je discute encore tout à fait récemment, enfin cet après-midi, avec quelqu'un qui me dit, ben moi, j'ai été autorisé de mettre des cloisons dans mon logement parce qu'il a eu une naissance, etc. Et puis maintenant, il faut que j'enlève tout parce qu'il faut rendre l'appartement dans l'état où je l'ai trouvé, comme tout bon locataire. Et ça le fait vraiment suer. C'est vrai que la location de logement repose sur une forme de négation de la propriété d'usage, que le squat, de façon volontariste et dans des conditions effectivement qui peuvent être des conditions d'abandon de la bagarre sur le droit au logement, sont quand même intéressants. Du squat qui dénonce concrètement, parce que c'est pas forcément non plus définitif, mais qui dénonce concrètement ce que fait Dalle et tout ça, tous les logements inutilisés. Ouais, je pense que des squatteurs qui actuellement occuperaient tous les appartements Airbnb du 3e arrondissement, ils feraient un boulot sacrément utile, parce qu'il y a là une dénonciation de ce détournement de la propriété du logement absolument invraisemblable. Donc, mais qu'en même temps, ça puisse être effectivement... mais ça... C'est le problème de toutes les alternatives ici et maintenant, hein, c'est-à-dire marginalité, récupération, c'est des risques permanents. Il n'y a pas que dans la matière de squat. Hein. Moi, j'ai plutôt une opinion favorable pour les squats sur lesquels j'ai pu être invité. Enfin, c'était à la fois une dénonciation du logement vide, une volonté de propriété d'usage du logement. Je trouvais ça plutôt positif. Mais si effectivement ça devient une espèce d'habitude de marginalité sans conflit avec les institutions majeures du logement, oui, là bien sûr qu'on peut faire la critique que vous faites. Oui, je ne sais pas si ma question va être précise, mais je vous fais témoin de ce que j'ai pensé en vous écoutant. Et vous distinguez dans votre argumentation... Parlez assez fort, parce que ceux qui sont au fond, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Vous distinguez dans votre argumentation, au moins dans votre argumentation, ce qui relève du travail avec de la production marchande, je vais le dire comme ça, et ce qui relève de l'activité avec des services sociaux, par exemple. Et je me disais, et si nous ne participions pas aux deux à la fois? J'allais presque dire aux trois, parce qu'à mon avis, il y a trois piliers, mais je crois que vous les utilisez aussi. Bon, il y a effectivement celui que j'appelle, si vous dites, économique, que j'ai tendance à appeler marchand, pour le distinguer. Celui qui est de l'ordre du social, du sociétal. Je pense en particulier à toutes les actions qui sont conduites par des associations à qui on ne reconnaît pas la valeur de ce qu'elles font. Elles sont éventuellement subventionnées, point. Et puis je pense... Vous pouvez donner un exemple? Pour les associations? Oui, les associations, aujourd'hui, elles ont des subventions pour fonctionner dans la grande majorité, à part quelques grandes ONG qui, elles, fonctionnent sur un principe qui est pratiquement le principe de l'économie marchande.
Et il y en a beaucoup d'associations qui sont en train de fermer leurs portes, qui ne peuvent plus travailler, tout simplement parce qu'on leur a privé soit de subventions parce qu'elles ne vont pas dans le bon sens politique, soit des travailleurs aidés, c'est ça, hein, qui ont été détruits par le gouvernement Macron. Et je pensais aussi au troisième pilier, qui est celui de l'écologie, dont la valeur n'est pas du tout reconnue, et qu'il faudrait reconnaître politiquement pour qu'elle soit effectivement prise en compte dans les activités. Donc je repose la question, à côté d'une dichotomie, d'une séparation, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à, au contraire, une valeur pluridimensionnelle? On serait plutôt dans le marchand, plutôt dans le social, plutôt dans l'écologique, mais on resterait avec ces trois niveaux de valeur à apprécier. Et ça aussi, c'est un acte politique. En termes de critères de valorisation, quand vous parlez des différentes dimensions, bah ça, encore une fois, ça va par exemple être le cas si nous remplaçons le remboursement des dettes des entreprises pour investissement par une cotisation économique. Elles ne remboursent pas leurs dettes et elles font une cotisation économique qui va dans des caisses que nous gérons nous-mêmes et qui subventionnent l'investissement. Bon, là, évidemment, on peut imaginer des critères d'investissement qui prennent en compte les différentes dimensions que vous énoncez, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de couper en tranches des choses qui vont ensemble, le souci écologique, sociétal, tout ça. Alors, marchand, j'ai du mal d'identifier économique et marchand parce que il y a quand même du non-marchand en économie. Hein. Oui, mais économique, écologique, social, oui, bien sûr, oui. Je suis désolé pour Pierre et Anna qui avaient demandé la parole, mais on va devoir s'arrêter là. Il est moins 10. Le temps qu'on mette tout en place et qu'on remonte, il sera largement 10 heures. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci de votre fidélité malgré l'heure tardive. Et à la prochaine. La prochaine, c'est le 14 mai.